Hier, Charlie Hebdo, des musulmans battent pavé à Bamako pour dire non au journal satirique. Du coup, le débat se démocratise sur la question après la marche mémorable et homogène du dimanche dernier à Paris. Pas de saut métier, vous connaissez la suite. L'adage s'illustre parfaitement ces derniers temps à Sikasso où l'arboriculture fait des adeptes parmi des diplômés de grandes écoles. Un cas concret dans cette édition. En 2015, en Guinée équatoriale, pour le rock, s'il en existe une, c'est le Mali, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry. L'info ce soir sur le groupe D, le nôtre. Le sommaire de cette édition, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par ce communiqué du ministre de la Défense et des anciens combattants qui informe l'opinion nationale et internationale que ce jour, 16 janvier 2015, vers 6 heures, des éléments terroristes ont attaqué Tenenkou, une localité située dans la région de Mopti. Les forces armées et de sécurité maliennes sur place ont tenu en échec les assaillants et les ont repoussés. Les populations civiles et les édifices publics sont sécurisés. Les combats ont occasionné des pertes en vies humaines et des dégâts matériels de part et d'autre. Nos forces ont en plus pris des assaillants qui sont entre les mains du détachement prévotal de la gendarmerie nationale. Les blessés sont pris en charge et des renforts ont déjà été déployés sur les lieux. Le ministre s'incline devant la mémoire des disparus et souhaite prendre rétablissement aux blessés. Le ministre assure les populations que la situation est suivie en coordination avec la MINUSMA et l'opération Barkhane. Et le Bureau national de la convergence pour le développement du Mali, CODEM, qui condamne fermement cette attaque et présente ses condoléances aux familles des victimes, souhaite prendre rétablissement aux blessés. Autorités et hommes d'affaires maliens et marocains font le point de la coopération économique entre les deux pays. C'est en marge de la 11e édition de la Foire Exposition internationale de Bamako, FEBAC. Ce matin, les deux parties ont signé 3 conventions pour mettre en œuvre les différentes décisions. Ibrahima Traoré. Le partenariat économique entre le Mali et le Maroc connaît une véritable relance. Autorités et hommes d'affaires des deux pays se retrouvent en marge de la FEBAC 2015 pour faire l'état des lieux de leurs échanges commerciaux. Ce symposium d'affaires présente aussi les nouvelles opportunités et les difficultés rencontrées par les opérateurs dans leurs projets de partenariat. Il y aura tout de suite des discussions directes pour pouvoir donner les pistes d'engagement, de mise en œuvre permettant de réduire le déficit des échanges qu'il y a entre le Maroc et le Mali, malgré la mise en place d'un cadre politique favorisant et malgré tous les efforts du gouvernement malien à améliorer les cadres des affaires, les entreprises n'arrivent pas à être mises suffisamment en appétit, je dirais, pour transformer ces opportunités. Maliens et Marocains ont profité de cette rencontre pour signer 3 conventions. Elles visent à concrétiser sur le terrain leur coopération économique. La délégation marocaine, comme vous l'avez constaté, est composée d'une 60aine de hauts responsables de l'administration et d'hommes d'affaires opérant dans différents secteurs, notamment dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, dans la technologie d'information, dans les énergies renouvelables, dans l'électricité et autres. La signature de 3 conventions s'inscrit aussi dans le cadre de la mise en œuvre des engagements de nos 2 chefs d'État. Ce partenariat économique est fortement soutenu par le gouvernement malien. Les 2 ministres en charge du commerce et de la promotion des investissements étaient là justement pour réitérer cet engagement des autorités nationales. Le partenariat ainsi noué par la volonté politique de Sa Majesté et de son frère le président Ibrahim Boubacar Keïta demeure ce que nous attendons vivement de notre relation avec le royaume chérifien du Maroc. Une relation constructive, faite de confiance, ambitieuse et mutuellement avantageuse. L'ambition du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est de faire du Mali un pays émergent avec un taux de croissance à 2 chiffres à l'horizon 2017. Cela n'est possible qu'à travers l'organisation de tels événements. Donner l'occasion aux opérateurs économiques de vendre et de bien vendre le Mali commercial, le Mali industriel, le Mali artisanal, le Mali culturel.
L'organisation de cette FEBAC a bénéficié de l'expertise du Centre marocain de promotion des exportations et de l'Office des foires et expositions de Casablanca. Ces deux structures meublent le pavillon marocain aux côtés d'autres entreprises du royaume chérifien. La seconde phase du projet en faveur des personnes déplacées internes des communes 1 et 3 du district dispose d'une enveloppe de 36 millions de francs CFA. Le projet est initié par International Emergency and Development Aid et il a remis des kits aux bénéficiaires. Fademba Keita. Ce deuxième lot de remise de kits et équipements concerne 43 hommes et 57 femmes déplacées internes. Les activités de menuiserie, de vente de glaces et de couture, de petits commerces entre autres, s'inscrivent dans le cadre du projet Seed for Solutions ou projet de solutions durables de l'Agence internationale d'aide à l'urgence et au développement. Destiné aux personnes déplacées internes, il est financé par l'ambassade du Royaume du Danemark en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. Selon les idées de projet de chacun, avec notre partenaire le BREFAD, nous essayons de formaliser cela en termes de plan d'affaires avant de procéder au financement. Il y a des tricycles, il y a des frigos, il y a des congélateurs, il y a des machines à coudre et beaucoup d'autres activités dans ce genre-là. Les bénéficiaires se disent réconfortés. Ils m'ont donné un carnet d'un caisse de pain et de crédit solidaire. Je compte faire la vente de produits de céréales, à savoir le mil, le riz, etc. et les haricots. Dans le cadre de l'exécution correcte et de la gestion transparente des fonds et projets alloués, le suivi est assuré par le BREFAD, la coopérative d'Anissanji et la direction régionale de développement social et de l'économie solidaire du sud de Bamako. On vous a demandé quels sont vos besoins. Vous êtes réellement des acteurs actifs dans votre propre protection. J'ose imaginer et j'ose croire, je le crois fermement, que vos entreprises que vous allez démarrer vont être productifs. Le 8 janvier dernier, ils étaient 150 personnes déplacées internes des mêmes communes, c'est-à-dire 1 et 3, à bénéficier des kits de la première phase. Précisons qu'il y a des reliefs dans l'élaboration de ces plans et programmes d'aide fait référence à la Convention de Kampala qui énonce les droits et les garanties concernant la protection des personnes déplacées internes. 1,3 milliard de nos francs, c'est le coût d'un projet pour la relance du développement économique dans la région de Tombouctou, exécuté par le Conseil danois pour les réfugiés. Il est le fruit de la coopération entre notre pays et le Royaume du Danemark. Son lancement était présidé par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. De Tombouctou, le compte-rendu de Yehia Kandina. C'est un ambitieux programme qui doit concerner 500 groupements socio-professionnels dans la région de Tombouctou. Il vise à assurer la recapitalisation et la reconstruction des moyens de production pour le relèvement économique des populations des régions de Tombouctou et Gao. Fruit d'un partenariat entre la République du Mali et le Royaume du Danemark et exécuté par le Conseil danois pour les réfugiés. Dans toutes ces activités et dans le but d'assurer la pérennité de son intervention, le Conseil danois pour les réfugiés portera une attention particulière sur l'implication des services centraux et personnalisés de l'État et des acteurs locaux dans l'élaboration des critères d'éligibilité et de l'analyse des demandes de financement. Le partenaire danois est sensible à l'appel du gouvernement de la République du Mali, d'où la concrétisation de ce projet. En accord avec le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, et suite à un appel d'offres international, le Conseil danois pour les réfugiés au Mali a été recruté pour assurer une gestion technique et financière efficace du dispositif d'appui du projet. Le coût du projet, évalué à 1,3 milliard de CFA, vise l'appui à environ 500 PME. Aujourd'hui, je suis très heureux et très fier de venir ici avec un montant de 1,3 milliard pour les entrepreneurs d'ici, pour les aider vraiment à reprendre les activités, à relancer l'économie locale et aussi, surtout, à encourager ceux qui ne sont pas retournés à revenir de manière volontaire et spontanée si possible.
je pense aussi qu'en ce qui nous concerne, c'est aussi une manière de donner de l'emploi aux gens. Parce que lorsque les entreprises redémarrent, de l'emploi est créé, des gens ont vraiment une raison d'espérer encore. Ce programme d'une durée de 12 mois va couvrir les régions de Gao et Tombouctou. L'Alliance contre la pauvreté au Mali a lancé hier sa campagne Action 2015. Elle a pour but de sensibiliser communautés et décideurs pour la réduction des inégalités et par la même occasion lutter contre les effets des changements climatiques. Le compte rendu de Moumoun Sissoko. Agir maintenant et rapidement pour un changement transformationnel durable. C'est le slogan de cette campagne Action 2015 pilotée par l'Alliance contre la pauvreté au Mali. Elle appelle à l'action pour l'atteinte d'un développement durable. L'année 2015 sera potentiellement le point de transition pour une nouvelle génération audacieuse et centrée sur les personnes pour un développement sensible à la planète. L'objectif est de bâtir un nouveau contrat social qui reflète le message d'espoir et de transformation forte et radicale. La campagne Action 2015 se poursuivra jusqu'en fin décembre prochain. Elle sera marquée par des séances de sensibilisation et surtout de plaidoyer auprès des pouvoirs publics. Action 2015 porte sur accès à l'eau potable, l'assainissement, le changement climatique, le combat de l'injustice, le combat des inégalités, tout ce qui entre dans le cadre d'un bon développement durable. Action 2015, c'est une synergie d'action des ONG, des associations, des organismes internationaux qui travaillent dans ce cadre. Donc, on s'est donné la main pour pouvoir porter haut ces messages afin que nos décideurs puissent avoir à l'œil ce que nous disons et susciter en quelque sorte une prise de conscience. Des jeunes ayant l'âge des OMD ont scandé des slogans pour plus d'accès à l'éducation, aux soins de santé, à l'eau, l'hygiène, l'assainissement ainsi qu'à la sécurité alimentaire. Pour dire non à la caricature du prophète Mohammed dans le dernier numéro du journal satirique Charlie Hebdo, le collectif des associations musulmanes du Mali a organisé un rassemblement aujourd'hui. Dans sa déclaration, le collectif a dénoncé la haine viscérale du journal français qui se cache derrière la liberté d'expression pour blasphémer. Boubacar Sissoko. Quelques minutes ont suffi au collectif des associations musulmanes du Mali de regrouper des milliers de ses membres. Ils ont battu le pavé entre la bourse du travail et le monument de l'indépendance. Certains ont fait la prière de 16 heures sur place. C'est un jour de réconciliation, un jour de cohésion. C'est à nous les musulmans de faire cette marche parce que nous sommes tous des musulmans. Montrer la détermination des musulmans du Mali à protester contre la caricature du prophète Mohammed P.S. sur lui, parue avant-hier, mercredi, à la une du journal satirique français Charlie Hebdo. Le président du Haut Conseil islamique invite ses co-religionnaires à la sagesse. Nous vivons dans un monde planétaire aujourd'hui qui nous oblige à nous donner la main, à être ensemble. Tous les problèmes auxquels le monde fait face aujourd'hui ne peut avoir sa solution que si en réalité on se donne la main. Et cela doit être compris par nos autorités, compris aussi par les autorités de la communauté internationale qui aujourd'hui détermine la marche du monde. La marée humaine qui a envahi la place de l'indépendance est restée enthousiaste durant l'événement, en scandant des propos hostiles au journal satirique Charlie Hebdo. Il y a un malaise dans la gouvernance mondiale. Il y a des failles dans la gouvernance mondiale qui ont besoin de réponses aujourd'hui, que le monde, les dirigeants du monde doivent avoir le courage de faire le diagnostic de cette gouvernance pour trouver les failles. Il ne sert à rien de réagir, mais il faut agir. Et le monde aujourd'hui, la gouvernance mondiale, ceux qui le tiennent, ils réagissent mais ils n'agissent pas. Les responsables du collectif ont condamné avec la dernière rigueur le journal satirique français Charlie Hebdo. Dénonce avec la dernière énergie la haine viscérale du journal satirique français Charlie Hebdo qui se cache derrière la liberté d'expression pour toucher sensiblement ce que
Plus d'1 milliard d'individus gardent au plus profond dans leur cœur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ne touche pas à ma religion. Je ne suis pas Charlie. Je suis musulman. Ce sont là quelques slogans qu'on pouvait remarquer lors de ce grand rassemblement. La Fatiha a été prononcée par les organisateurs pour le retour de la paix et de la sécurité au Mali. Plusieurs marches de mécontentement ont été organisées dans le monde. Au Niger, le centre culturel français de Zinder, deuxième ville du pays, a été saccagé, incendié ce jour par des manifestants. Cela après la publication d'une caricature du prophète Mohammed à la une du dernier numéro du Charlie Hebdo. 3 églises, une catholique et 2 protestantes ont également été saccagées par les manifestants selon les autorités nigériennes. L'ambassadeur du Mali en France a, au nom du président de la République, décoré l'officier français lieutenant-colonel François-Alain Jacot, officier supérieur et cadre émérite au sein de l'état-major de la mission de formation de l'Union européenne dans notre pays. Il a été élevé à la dignité de chevalier de l'Ordre national du mérite à titre étranger. Je vous propose d'écouter le récipiendaire au micro de Tidjane Jimmy Diallo. Je ressens beaucoup de fierté, beaucoup d'honneur de porter cette décoration à la République du Mali. J'en suis très très fier d'avoir pu aider les officiers, les sous-officiers, les soldats maliens à se former dans le cadre de l'EUTM qui était ma mission lorsque j'étais avec le général Guibert. Il y a la coopération militaire de reformer les forces armées maliennes. C'était ma mission. Elle se poursuit par la formation encore des cadres de l'armée malienne. Et puis il y a un autre aspect qui est la participation de ces 2 pays, le Mali et la France, à la lutte contre le djihadisme et le terrorisme dans le nord du Mali, dans l'Adrar des Iforas en particulier. Pour moi, c'est une image qui est très très forte parce que le président Boubacar Keïta était à la droite du président Hollande, ce qui est une image très très forte de la coopération entre nos 2 pays et de la coopération en particulier dans la lutte contre le terrorisme et le djihadisme islamiste. C'est peut-être la fin du calvaire pour les usagers de la route Bamako-Koulikoro. Vieille de plus de 15 ans, elle connaît un état de dégradation très avancé, ce qui occasionne de nombreux accidents sur la voie. Pour remédier à cet état de fait, le département de l'équipement, des transports et du désenclavement a entrepris des actions d'entretien. Une délégation de la commission travaux publics était sur le terrain pour constater le démarrage effectif des travaux de réhabilitation. Envoyés spéciaux, Abdrahman Meiga, Abdrahman Keita. À travers cette visite de terrain, les membres de la commission travaux publics de l'Assemblée nationale visaient 2 objectifs, à savoir sensibiliser les usagers de la route sur l'importance du paiement du péage, ensuite constater de visu les démarrages effectifs des travaux d'entretien de la route Bamako-Koulikoro. Cette route de plus d'une quinzaine d'années est devenue de nos jours impraticable en raison de sa grande détérioration. On ne peut pas dire qu'il y a des tas, c'est des programmes qui sont élaborés annuellement. Donc on était à la phase de la fin de l'exercice 2014 où il y avait eu des travaux, mais avec l'hivernage, les dégradations sont accélérées et ont apparu encore compte tenu de l'âge de la route. Comme vous savez, quand une route est vieille à ce degré, le seuil d'entretien, on peut dire, est quasiment dépassé. Cette dégradation occasionne d'énormes frustrations pour les usagers de la route, notamment les transporteurs. D'où leur refus, depuis un certain temps, de s'acquitter de leurs devoirs citoyens. Il y avait eu des actes d'incivisme, effectivement, pour le non-péage de résidence de péage. Le péage, au niveau de ces postes, constitue un petit morceau par rapport au coût d'entretien routier. C'est très faible, mais ça rentre dans le coût d'entretien routier. Donc il faut que les populations comprennent que les péages ne sont pas suffisants pour totalement réaliser le programme d'entretien. Au cours de la mission, le directeur général par intérim de l'autorité routière a expliqué aux visiteurs l'énorme sacrifice que l'État malien consentit à l'entretien de cette route. Une voie qui, au regard de son importance, constitue une préoccupation pour le président de la République. L'argent qu'on récolte au niveau du péage ne peut pas suffire pour faire même l'entretien courant. L'investissement qu'on fait chaque année sur ces routes dépasse ce qu'on arrive à récupérer au niveau des postes de péage. Si vous regardez le poste de péage de Manabougou,
Par an, les recettes générées tournent autour de 100 millions. Maintenant, quand vous regardez la programmation en termes d'entretien courant sur la route Bamako-Koulikoro, les investissements dans l'année dépassent les 200 millions. Avant de prendre la route pour Bamako, la délégation s'est rendue chez le gouverneur de la région. Au cours de leur entrevue, il a été question de l'importance de cette voie dans le désenclavement de la région de Koulikoro, car cette route autour du gouverneur Alé Tessuki constitue le cordon ombilical entre les régions du nord et du sud du pays. 19e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Institut géographique du Mali. La direction a soumis aux administrateurs un budget de plus d'1,187 milliard de francs CFA, un budget supérieur à celui de 2014, compte rendu de Bakar Sissoko. L'Institut géographique du Mali, IGM, fonde beaucoup d'espoir sur cette 19e session de son conseil d'administration pour juguler les problèmes auxquels il est confronté. Il y a de cela 5 mois, ces agents contractuels ne sont pas payés. Ces contractuels sont payés par des ressources propres générées par l'IGM. Imaginez-vous, qui achète des cartes? Est-ce que vous avez une carte du Mali chez vous? C'est à l'État de faire ça. L'État doit acheter ces cartes-là que nous faisons. Si l'État n'achète pas, il n'y a pas de ressources. On attend à fin janvier pour les payer. Pour faire face aux défis, l'IGM a proposé un budget d'1,197 541 000 francs CFA. Ce budget connaît une hausse de 2,45% par rapport à celui de 2014, d'où proviennent les recettes de l'Institut géographique du Mali. Ce domaine n'est pas tellement connu. Bon, l'État fait ce qu'il peut, mais l'État ne peut pas tout faire. Nous sommes dit, puisque nous aussi, nous avons dans notre domaine, c'est des infrastructures, comme les routes. Et pourquoi ne pas instituer une redevance topographique, cartographique sur les équipements topographiques et cartographiques pour amener les citoyens maliens à venir en aide à l'État malien. Vu l'importance de l'information cartographique et topographique, l'IGM a besoin aujourd'hui de redevances topographiques. C'est le lieu pour moi de rassurer la direction générale de l'Institut géographique du Mali du soutien total de mon département dans l'exécution du plan d'action prioritaire de la politique nationale de l'information géographique adopté par le gouvernement en janvier 2015. Les activités de 2015 seront taxées sur le projet Réfection de la cartographie de base du Mali, un projet financé par l'Union européenne. L'IGM entend acquérir des matériels modernes de cartographie et de topographie pour ensuite rénover les locaux de la direction générale en cette année 2015. L'Office de protection des végétaux a également tenu ce matin la 11e session de son conseil d'administration. Il permettra aux administrateurs d'approuver le bilan et l'état d'exécution du budget de l'année passée, le programme d'activité et le budget de l'année en cours. Youssouf Diakité. La question fondamentale au centre de cette 11e session du conseil d'administration de l'OPV, Office de protection des végétaux, est essentiellement budgétaire. Un budget consacré à la réalisation de plusieurs activités. L'année dernière, l'OPV avait un budget de 600 millions. Cette année, nous avons prévu d'intensifier, n'est-ce pas, la vigilance, donc la surveillance au niveau de l'ensemble du territoire. Nous avons aussi prévu d'augmenter dans le renforcement des capacités de notre encadrement et des partenaires que nous avions entamés l'année dernière. On a aussi prévu de développer des axes de partenariat avec tant à l'intérieur qu'avec la sous-région. Pour cela, c'est un budget d'environ 1 milliard. Le secrétaire général du ministère du Développement rural était là pour dire toute la satisfaction du département au regard des résultats obtenus. Le rôle de l'Office de protection des végétaux est déterminant dans l'atteinte des objectifs de production agricole. En effet, parfaitement intégré dans le plan de campagne agricole harmonisé 2015-2016, les activités de l'OPV s'inscrivent dans la logique d'intensification de la production agricole visant à garantir la souveraineté alimentaire et à faire du secteur de développement rural le moteur de l'économie nationale en vue d'assurer le bien-être des populations. Le coût global de la réalisation de ces différentes activités pour le compte de 2015 s'élève à environ 1 milliard de francs CFA. La commune urbaine de Mopti, en collaboration avec l'ONG Action Mopti, vient de lancer
les activités de mobilisation sociale et de participation citoyenne du projet d'appui aux communes urbaines du Mali. C'est un projet financé par la Banque mondiale. Mahamar Ibrahim Touré. La commune urbaine de Mopti s'est engagée dans la mise en œuvre du projet PACOM, projet d'appui aux communes urbaines du Mali, à travers sa composante 5 exécutée par l'ONG Action Mopti, sur financement de la Banque mondiale. Nous allons l'exécuter en 4 phases. La première phase, c'est la phase préparatoire. La phase 2 va concerner l'établissement de la monographie. La troisième phase, il s'agira de renforcement des capacités de ceux qui seront mis en place. Il y a une quatrième phase qui s'agit de la communication qui va se passer à travers des affiches, des conférences débat autour du programme. Nous sommes chargés de l'organisation de la société civile autour de ce programme. L'objectif global de cette composante 5 est de favoriser l'organisation des populations de la commune urbaine de Mopti en organisation communautaire de base, comité de développement du quartier CDQ, en vue de leur participation responsable et efficace au processus de développement. À l'issue de ce lancement, les chefs de quartier, les responsables administratifs et traditionnels et la société civile ont été informés sur les activités de la mobilisation sociale et la participation citoyenne du PACOM dans la commune urbaine de Mopti à travers les différents exposés sur les plans d'action 2015 du PACOM et Action Mopti. En 5e région, le programme Compétitivité et Diversification agricole vient de tenir la 8e session du comité de pilotage et d'orientation. Au cours des travaux, les échanges ont touché la revue des activités du premier plan de travail et le budget annuel du financement additionnel. Yakuba Mega. Cette 8e et dernière session du comité régional de pilotage et d'orientation du programme Compétitivité et Diversification agricole marque la fin en juin 2015 du projet qui avait bénéficié d'un financement additionnel approuvé par la Banque mondiale en mars 2013. Il s'agissait donc au cours de cette phase finale d'apprécier les résultats des activités menées en 2014 au compte de ce financement additionnel qui vise à renforcer les acquis du projet initial. Le comité de pilotage a été convaincu. Il a été convaincu de la réussite du PCDA encore dans la région parce qu'un ensemble de goulots d'étranglement a été levé. Pour les 2 trimestres restants du PCDA, l'accent sera donc mis sur le renforcement des acquis. Pour cela, le programme de travail et budget 2015 a été adopté à 147 078 194 francs CFA. Cette masse critique de compétences, de capacités qui ont été engrangées et qui se trouvent aujourd'hui sous forme de paquets technologiques qui existent au niveau de la recherche agronomique mais aussi au niveau du PCDA, que ces kits puissent être disponibles auprès des organisations, pour le compte des organisations paysannes et des entrepreneurs de la région de Mopti. La visite de terrain qui a permis aux membres du comité de mieux apprécier les progrès réalisés par le PCDA a porté sur les sites de production d'échalotes de Suleiman Guindo, d'embouche bovine de Oumar Dafé et de production de lait de Ina Dafé et Ousmane Kouyaté, tous financés avec l'appui du PCDA. Des stratégies pour réduire la mendicité des enfants sont recherchées par la coalition malienne des droits de l'enfant. Elle a organisé une rencontre d'échange et d'information avec les maires, leaders religieux et chefs de quartier de Bamako sur le phénomène. Al-Jumatina. Selon la coalition malienne des droits de l'enfant, la mendicité des enfants dans ses pires formes pour les élèves coraniques ne cesse de prendre de l'ampleur à Bamako. Sur les principales voies, artères et places publiques, le phénomène est perceptible. Les enfants talibés à la recherche d'argent fusent de partout. Ces spectacles dégradants, dangereux et peut compromettre l'avenir des enfants. Cela mérite une attention particulière. Et c'est à cette mission que s'attelle la Comad. Il s'agit d'un phénomène préoccupant, parce qu'il s'agit de l'exploitation des enfants en général et du mendiant en particulier par les maîtres coraniques. Ce qu'on attend d'eux, c'est leur expertise, leurs propositions concrètes. Pour nous, il n'y a pas de question tabou qui nous disent ce qu'il faut faire pour la prise en charge de ceux-là qu'on appelle des maîtres coraniques et faire la part des choses. Tout comme la mendicité, l'enseignement coranique a été et reste l'un des socles de la société malienne. À ce titre, il doit être réorganisé et soutenu.
ce qui interpelle tous, notamment les autorités, les leaders religieux et les chefs des quartiers. Nous sommes tous interpellés pour le succès de cet atelier et en tant que chef de quartier, je me mets justement dans ce rôle pour que les dispositions qui vont sortir de cet atelier soient appliquées de façon rationnelle. Concernant le phénomène, la coalition malienne des droits de l'enfant souhaite rencontrer dès la semaine prochaine les responsables des différents services techniques du district de Bamako concernés par la question. Le syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales a fait le point de ses activités. C'était au cours d'une conférence de presse suivie par notre reporter Isaac Tienou. Un an après un préavis de grève négocié, le syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales revient devant la presse. Pour les responsables de STEF-CT, il s'agit de présenter le bilan des activités. Des avancées ont été constatées, même si beaucoup reste à faire. Il y a beaucoup de nos camarades qui attendent leur intégration. Parce que quand on n'est pas intégré dans la formation pour les collectivités, on ne peut pas prétendre à une formation diplômante. La signature du décret de l'arrêté d'avancement des CT6 qui ont été recrutés en 2010, on a en 2014 et jusqu'à présent ça ne va pas. Donc voici un certain nombre de préoccupations qui ont fait l'objet d'accords et qui à la date d'aujourd'hui jusqu'à présent ça ne va pas. Bon, il y a également la création de la direction nationale de la fonction publique de collectivité parce que plus de 50 000 agents gérés par 3 à 4 personnes. Imaginez un peu. En termes de perspective, le syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales reste ambitieux. La fonction publique de collectivité a fait trop de mots parce qu'on dit beaucoup de choses sur la fonction publique de collectivité. Là où nous sommes à plus de 20 ans de décentralisation, il faut cette fonction publique de collectivité. Nous avons été contractuels d'abord avant d'être fonctionnaires. On connaît la différence entre les deux. Nous avons été créés en 2010. 2010, on a déjà en 2015, on est un syndicat libre, on est affilié à aucune centrale syndicale et à aucune fédération. De nos jours, le Mali compte plus de 50 000 fonctionnaires de collectivités. L'arboriculture ou la culture des arbres est une activité en plein essor dans la région de Sikasso. Les pratiquants deviennent de plus en plus nombreux, parmi eux des diplômés des grandes écoles. L'un d'eux est diplômé en gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Sekou Konaté de ORTM Sikasso est allé à sa rencontre. Suivons ensemble. Diplômé en gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Alassane Koné, après ses études, et face au problème d'emploi dans le public dans sa spécialité, choisira en 2001 de jeter son dévolu sur l'arboriculture. Après mes études, j'ai commencé dans la boulangerie. Mais après quelques investigations, j'ai vu que je peux m'installer dans l'arboriculture en y gagnant ma vie parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup plus d'avenir là-dedans. Dans le village de Kafela, à quelques encablures de Sikasso, où il a décidé de s'installer, M. Koné exploite 11 hectares de vergers sur les 22 disponibles. Les activités sont diverses. Les 11 hectares sont divisés en deux, 5 hectares et demi en mangue, Kent Kate, variété exportable, et 5 hectares et demi en oranger. Et également c'est divisé en deux, il y a la variété locale et la variété importée qu'on appelle communément Tangelo. Après plus de 6 années de dur labeur non sans problème, notre gestionnaire, désormais devenu arboriculteur, commence à avoir le sourire, grâce notamment à un appui de taille de partenaires, mais aussi aux arbres qui donnent déjà leurs premiers fruits. C'est grâce au PCDA que j'ai pu réaliser tout ça. Les fruits ont commencé timidement à partir de l'année dernière. Mais pour les manguiers, il y a 3 ou 4 ans de cela. Mais pour les orangers, cette année, vraiment, comme vous le voyez, les orangers ont commencé à produire. Le marché, vraiment, je trouve qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'avec la variété Kent Kate, pendant la saison, c'est les variétés qui sont exportées, il n'y a pas de problème. Un modèle d'initiative qui doit inspirer plus d'un au moment où la problématique de l'emploi constitue un véritable enjeu pour les pouvoirs publics. Le message que j'ai à lancer, dire à mes frères et sœurs qui ont eu la chance d'aller à l'école, qui ont pu bénéficier des avantages de l'État, qui ont accumulé un certain savoir-faire, de venir s'installer, s'investir dans l'arboriculture. C'est le gage de notre développement. À signaler que 11 autres hectares attendent d'être exploités par notre arboriculteur qui ambitionne d'ajouter à son arc d'autres activités comme la pisciculture.
La Guinée équatoriale sera la capitale du football africain à partir de demain. Les 16 meilleures sélections du continent vont s'affronter pendant 3 semaines pour le titre de champion d'Afrique. Ce soir, nous nous intéressons au dernier groupe, notre groupe, le groupe D. Il est composé du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry et du Mali. Une poule à forte densité émotionnelle avec 3 derbys de l'Afrique de l'Ouest. Décryptage avec Ousmane Daou. Le Mali est logiquement favori du groupe à cause de son statut 2 fois 3e. Mais les éliminatoires ont été compliqués pour les hommes d'Ari Kasperzak. Ils ont soufflé le chaud et le froid, du coup laissant perplexes les observateurs. Encore une fois, le Mali va beaucoup compter sur son capitaine Seydou Keita qui va disputer sa 7e Coupe d'Afrique des Nations pour mieux encadrer les jeunes. Dans cette poule, les Aigles peuvent tirer leur épingle du jeu même s'ils sont en pleine reconstruction. La quiétude autour du nid des Aigles va beaucoup compter dans leurs prestations, car il est difficile de fixer des objectifs aux joueurs si les dirigeants vont en rang dispersé. Malgré tout, ce qui permet de compter sur eux, c'est le fait qu'en 8 Coupes d'Afrique des Nations, ils ont franchi 6 fois le premier tour. Voilà 22 ans que la Côte d'Ivoire cherche un second titre en Coupe d'Afrique des Nations. Favorite des 5 dernières éditions, les éléphants n'ont jamais su aller au bout. Pire, il reste sur le souvenir d'une finale perdue en 2012 face à la Zambie. La Côte d'Ivoire a toujours un bon effectif malgré la retraite internationale de Didier Drogba. Mais pendant les éliminatoires, elle a eu beaucoup de difficultés malgré la présence d'Hervé Renard sur le banc. Les éléphants comptent beaucoup sur sa capacité à tirer le meilleur de son groupe pour s'imposer, mais aussi sur Yaya Touré, le meilleur joueur africain du moment, à qui la Coupe d'Afrique reste un goulot d'étranglement. Le joueur de Manchester City ne brille pas dans les Coupes d'Afrique qu'il a disputées jusque-là. Cette fois-ci, il va devoir briller pour exister. Le Cameroun a vite oublié sa Coupe du Monde catastrophique au Brésil. Les Lions indomptables ont dominé leur poule dans les éliminatoires, ne perdant aucun match. Le départ de Samuel Eto'o-Fils et de quelques cadres ont ramené la quiétude dans la tanière des Lions qui n'entendent que la phase finale pour confirmer tout ça, surtout qu'ils ont raté les 2 dernières éditions. Cependant, le Cameroun est une équipe imprévisible dont les éliminatoires sont souvent différents des phases finales. Quadruple champion, les hommes de Volker Finke ont les moyens d'aller chercher leur 5e couronne s'ils ne nous font pas le coup du Brésil. La Guinée-Conakry a montré une force de caractère sans faille au cours des éliminatoires car elle a disputé toutes ses rencontres hors de sa base à cause du virus Ebola. Le Syrie national est une équipe jeune capable de battre n'importe quelle formation quand elle est dans un bon jour. Autre atout, c'est le fait de conserver son sélectionneur depuis un certain temps qui revient à la CAN avec l'équipe pour la 3e fois. Si les joueurs guinéens ont appris des échecs précédents en Coupe d'Afrique des Nations, ils pourront être la surprise de cette 30e édition. Le président de la République procédera lundi à la décoration de plusieurs personnes. Il s'agit notamment des grands officiers de l'ordre national, des commandeurs, des officiers de l'ordre national, des chevaliers de l'ordre national ainsi que les médaillés du mérite national avec effigie abeille du personnel de la présidence. Vous pourrez suivre la liste de ces récipiendaires demain après le journal de 13h à la radio nationale. Toutes les autres décorations seront remises au niveau des départements ministériels. Retrouvez juste après cette édition le journal de la FEBAC. Nina Lutraori et toute son équipe vous donnent rendez-vous pour plus de détails sur cette 11e édition. C'est tout pour ce soir. Je vous retrouve demain à 21h45 après le 12e match de la CAN. Mais avant, à 13h, Kadou Diatou Kone vous informera. Très bonne soirée à tous.